Et je vais inviter à me rejoindre Arnaud Rousseau. Arnaud qui est le PCA, comme on dit quand on veut faire des sigles, président du conseil d'administration du groupe Avril, vice-président, premier vice-président de la FNSEA. Arnaud, voilà, il y a un micro. Autour de ces sujets, c'est-à-dire la place de l'agriculture, le rôle de l'agriculture dans cet enjeu qui est à la fois environnemental et puis sociétal, tout simplement, parce qu'en gros, on parle de l'histoire de l'homme sur la Terre, là, quelque part, si je veux utiliser quelques grands mots. Qu'est-ce que ça t'inspire, hein? Bonjour. Et on remercie Claire, on dit au revoir, hop, voilà, parce que sinon, vous allez avoir le visage de Claire derrière Arnaud, mais je n'avais pas dit qu'on lui coupait la tête comme ça, hein, la révolution, c'est vieux. Pardon Arnaud, vas-y. Non. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci de cette initiative. Et puis moi, je voulais remercier le panel précédent parce que j'ai trouvé que c'était à la fois très intéressant et puis pour une fois, j'ai trouvé que c'était équilibré. Parce que quand on parle de ces sujets, environnement, revenus, qu'on se projette, on est rapidement dans des clichés, on est rapidement dans des choses qui peuvent être un peu réverbatives. J'ai trouvé que c'était très équilibré parce qu'on voit qu'à la fois, on a un impérieux besoin de faire évoluer le sujet de la transition et de répondre aux questions qui ont été soulevées. Et je crois que dans le monde agricole, il n'y a plus de climato-sceptiques. Hein, c'est ce qu'a dit mon collègue éleveur laitier. C'est qu'on voit bien aujourd'hui que les dates de récolte, les vendanges, enfin tout ça a été très largement modifié. Personne ne peut le nier, tout le monde le voit bien. Donc il y a un impérieux besoin de bouger. Il y a quelques réalités économiques. Hein. J'ai écouté ce qui avait été dit tout à l'heure par Madame Denoret. C'est le renouvellement des générations. On va avoir 200 000 agriculteurs qui vont partir, c'est-à-dire près de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 55 ans et qui vont partir dans les quelques années qui viennent. Moi, j'ai la conviction qu'on n'attirera pas une génération entière de jeunes agriculteurs si on n'est pas garanti, on n'offre pas la garantie à la fois de donner du sens, mais aussi de vivre de son métier. Et on sait que dans un certain nombre de domaines, c'est parfois un peu compliqué. Je pense notamment à l'élevage dans certains secteurs. Et l'élevage, c'est aussi la vie des prairies. Hein. Qu'est-ce qu'on fera des prairies demain si on n'a plus d'élevage? Enfin voilà. Donc, et alors, comment on va concilier cette transition et la rémunération des agriculteurs? Parce qu'en gros, c'est la question du comment. Hein, c'est la question du comment. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire l'équilibre. Parce qu'on a besoin, ce qu'a dit aussi le collègue tout à l'heure, c'est qu'il y a un facteur temps. C'est-à-dire que d'un côté, on dit qu'il faut aller très vite. Parce que la décarbonation, c'est une obligation rapide. Et puis de l'autre, il y a l'adaptation des entreprises. Moi, je considère que la prise de conscience, aujourd'hui, elle est là. Ensuite, je considère que, et notamment la génération d'agriculteurs qui arrive est beaucoup plus au fait de la nécessité d'accompagner ces transitions. Et effectivement, je comprends que quand le fiston a envie de revenir, il regarde ça de très près. Et puis ensuite, il faudra donner quelques moyens. Donc, il y a un sujet comme dans toutes les entreprises PNL, hein, c'est le volume, le prix. On pourra aussi reparler du prix parce que ce que j'entends, c'est que tout le monde dit il faut que l'agriculture évolue. Mais quand on dit comment ça se transfère et comment, et c'est ton domaine, le consommateur accepte de payer le prix, on voit bien qu'il y a quand même quelques injonctions paradoxales, c'est-à-dire tout le monde dit oui c'est une bonne idée, il faut le faire, mais quand on arrive on nous parle de problème de pouvoir d'achat, on nous parle de... Voilà, donc il faut aussi qu'à un moment il y ait une évolution globale. Et puis une fois qu'on a ça, il faut qu'on ait deux choses, des politiques publiques, et peut-être mieux ciblées, mieux orientées. Il faut qu'on ait clairement des entreprises qui accompagnent cette dynamique. Parce que quand on parle de carbone, il y a le scope 1, le scope 2. Alors souvent, c'est au niveau de l'entreprise, donc ça va assez vite. Mais on sait que le gros enjeu, c'est le scope 3, qui se passe dans nos exploitations agricoles. Et le changement, il ne peut pas se faire comme ça. Alors, il y a des choses qui marchent. La première, et je le dis en tant qu'agriculteur, c'est de passer d'une écologie souvent considérée, à tort ou à raison, il n'y a pas du tout de problématique politique, mais comme punitive aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un empilement de normes, c'est un empilement de règles, c'est un empilement en fait, de choses reçues, encore une fois, à tort ou raison, comme étant une contrainte, à quelque chose qui débloque le mindset, qui débloque l'état d'esprit pour dire mais en fait c'est notre intérêt, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et si vous le faites, non seulement il va y avoir un intérêt immédiat parce que vous améliorez vos sols, vous améliorez vos conditions de travail, vous améliorez tout un tas de tracas, la pluviométrie, que vous stockez mieux, la réponse immédiate de l'azote, enfin tous les sujets qui ont été abordés, mais en plus il y a tout un tas d'aménités positives qui concerne tout ce qui est autour des services environnementaux. Et alors, si je le dis, c'est parce qu'on a un exemple concret chez Avril qu'on a expertisé, qui s'appelle Oleos, Oléo zéro émission. On a dit aux agriculteurs, le marché est capable de gré à gré de payer l'économie de gaz à effet de serre que vous allez réaliser, mais pas comme ça au doigt mouillé, quelque chose d'audité, de certifié à partir de valeurs. Alors je rentre pas dans la technique, mais à Bruxelles il y a ce qu'on appelle des valeurs NUTS qui correspondent à des émissions. Et donc si vous êtes capable de prouver que par vos pratiques vous améliorez ce niveau standard,
alors dans la manière dont on va vous acheter de vos colzas ou de vos tournesols, on est capable de vous donner un boni. Donc on n'est plus en train de dire, regarde, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Mais si tu fais ça, en plus du prix de la graine que tu auras sur le marché et que payent tous les OS, tu vas avoir un supplément de rémunération. Et donc, si tu utilises moins de carburant, si dans le pilotage de l'azote, tu es plus vertueux, si tu fais des intercultures, si, enfin voilà, eh bien à la fin, et si tu as un rendement, parce que le facteur rendement et le diviseur est évidemment très impactant dans le résultat, si on additionne tout ça et que de manière auditable, mesurable, on est capable de prouver que ça apporte un plus, alors tu vas avoir de l'argent en plus. Et très concrètement, l'année dernière, c'était autour de 23 euros en moyenne. Ça a pu aller jusqu'à 80 euros en fonction des progrès réalisés. Et quand c'est quoi, c'est la tonne de colza ou la tonne de carbone économisée? La tonne de colza. D'accord. Parce que la tonne de carbone pour un agriculteur, c'est encore quelque chose d'un peu abstrait. Un peu alors que diffus. La tonne de colza, ça se voit vite. Voilà. Alors que la tonne de colza qui est dans la remorque, il voit bien ce que ça veut dire. Et donc, quand il est capable d'apporter ça, on va lui payer ça, le prix de la graine au prix moyen de l'OS ou au prix du marché s'il vend au marché. Et on est capable ensuite de lui apporter. Donc, je prends en moyenne 23 euros. Vous prenez, je sais pas, 3,5 quintaux. C'était la moyenne l'année dernière, plutôt une année élevée en colza. Et donc, vous obtenez des choses qui sont entre 80 et 100 euros de plus de l'hectare. Ça, c'est du résultat net. Et pour que ça soit clair pour tout le monde, cet équivalent de tonne carbone économisé, c'est Oleos qui le valorise sur le marché. Absolument. Il y a aujourd'hui, au niveau européen, l'industriel sait valoriser ce marché papier, qui est un marché de gré à gré, mais à partir de choses auditables. Donc on n'est pas juste dans du vent. Et il y a des acheteurs aujourd'hui qui achètent ces tickets et qui sont prêts à payer ce surcoût. Donc il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans et est-ce qu'Oleos garantit un minimum de boni? Parce que comme c'est un marché de gré à gré, il peut être plus haut, il peut être plus bas. Alors, règle d'un marché. Oleos, d'abord, il y a le marché de la graine. Oleos ne peut pas parce que c'est un marché qui bouge et en plus c'est un marché de gré à gré. Je ne parle pas du prix de la graine, je parle du prix du certificat. J'ai parfaitement compris. Donc le marché bouge et donc effectivement on ne peut pas le faire avec un niveau de liquidité qui n'est pas le même qu'un marché physique puisque comme c'est un marché de gré à gré, on n'a pas la même liquidité, donc c'est plus compliqué. Mais le producteur est capable de comprendre que sa graine, s'il la garde 3 mois, elle ne vaut pas le même prix, elle va monter ou baisser. Et là, c'est la même chose. La difficulté, c'est que quel que soit l'effort consenti, il n'y a pas la garantie du résultat. Oui. Parce que si je mène ma culture comme agriculteur de manière remarquable, et que parce que j'ai des attaques d'insectes, parce que j'ai des maladies, et que je fais un rendement médiocre, ma contribution à l'économie de gaz à effet de serre peut être faible. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est pour ça que j'aimais bien le mot équilibre. On l'a entendu, y compris avec les chercheurs de l'INRA. C'est-à-dire que c'est multifactoriel. Donc on ne peut pas dire si je fais ça, j'aurai ça. On sait très bien qu'en fonction de la pluviométrie, en fonction des niveaux de sécheresse, en fonction de la qualité des sols, en fonction de l'érosion, en fonction du tassement, typiquement les équipements, les pneumatiques, la période d'intervention, tout ça est extrêmement constitutif de la capacité de réponse. Donc on n'est pas dans si je fais ça, je suis sûr que j'aurai. Non, et c'est pour ça que dans la modification, il faut accompagner la prise de risque. Je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Et je trouve que dans donc le métier... tu es favorable plutôt à cultiver la prise de risque qu'à organiser le filet de sécurité? Bien sûr. Intellectuellement, je veux dire. Intellectuellement, évidemment, mais ça c'est... Voilà, non, c'était pour le faire dire. Non, mais je pense que c'est très important. Oui. J'ajoute par ailleurs que dans le cadre dans lequel on est, il faudra évidemment qu'il y ait un certain nombre de politiques publiques, il faudra qu'il y ait des choses. On parlait des protéagineux, ce que disait Bastien Sachet, que je partage à 200%. Mais il y a quand même quelques effets collatéraux. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne veulent plus ou n'en font plus parce qu'il n'y a pas d'équilibre économique. Voilà. Et que donc, quand on sème des variétés entre des problèmes on va prendre les pois protéagineux, par exemple, qui sont les légumineuses, celle qui est le plus pro-bio en France, entre des problèmes d'aphanomycès, entre des problèmes de virose, voilà, le rendement multiplié par le prix n'a pas d'équilibre économique pour le producteur. Donc le premier sujet que nous on regarde de très près, c'est comment on fait pour remettre sur le devant de la génétique qui pourra permettre demain de répondre à ces problématiques. Et ça veut dire que cette génétique, c'est des partenaires semenciers. On a de la chance, on a des grandes entreprises de semences en France qui sont prêtes à regarder. Mais il nous faut un cadre. Il nous faut un cadre d'accompagnement financier, il nous faut un cadre européen. C'est pour ça que nous, on dit, si on veut relever un certain nombre de challenges, pouvoir avoir accès à des technologies de sélection génomique, ça va nous aider à aller plus vite. Et moi, j'ai une conviction très ancrée, c'est que si demain, on retrouve ces fameuses variétés
à l'échéance de 4 ou 5 ans, on va retrouver des surfaces et des hectares. Parce que les agriculteurs ont compris que de faire des légumineuses, d'abord, ils n'achètent pas d'azote. L'unité d'azote, elle vaut un peu plus de 2 euros au moment où je vous parle. Elle valait 70 centimes il y a 2 ans. Donc on a aussi un marché qui a complètement changé. Et quand on parle de hausse des charges, dans les exploitations, si demain on est capable de proposer des légumineuses qui permettent de réduire l'argent, le premier argent économisé, c'est celui qu'on n'a pas dépensé. Les paysans comprennent assez bien. Donc ça, on a besoin de le pousser. Donc la génétique, ensuite le cadre réglementaire et législatif, le modèle économique qu'on aura aussi besoin de faire, et puis ensuite on va être capable de le développer. Ça va nous demander un tout petit peu de temps, il faut qu'on passe par là. On parlait du soja. Le soja, c'est pareil. Le soja, on a essentiellement des variétés qui étaient très américaines dans la génétique. On a ramené ça en France. Il s'en fait historiquement dans le sud de la France. Il s'en est fait un petit peu en Haute-Saône, dans des bassins comme ça. On est capable aujourd'hui, d'un point de vue septentrional, de remonter la limite. Mais on sait aussi qu'on a des sujets autour de l'eau, du stockage de l'eau. Donc j'entendais ce qui était dit tout à l'heure par l'hydrologue. Je comprends que c'est plurifactoriel. Ce n'est pas forcément un sujet de stocker de l'eau, mais c'est vrai que c'est global. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. On a besoin aussi de pouvoir apporter des solutions. Donc on veut le faire sur les pois, on peut le faire sur la févrole, on veut le faire sur les protéagineux, mais ça sera aussi qu'une donnée du problème. Voilà. Donc pour avoir les idées claires, et c'est ce qui est fait chez Avril et c'est ce qui est demandé en permanence, c'est ce que fait CEPOL, c'est vraiment mettre des moyens en R&D pour trouver à la fois le caractère incitatif, parce que je pense que c'est important. La prise de conscience, il me semble qu'elle est déjà faite, et les agriculteurs cherchent des solutions. Et c'est vrai que tout le monde se regarde, puisque nos usines sont à ciel ouvert, si je puis dire. Mais moi, je n'entends plus, comme on l'entendait il y a 15 ou 20 ans, des commentaires un peu sarcastiques sur telle ou telle manière, parce que tout le monde a compris qu'il y avait une forme d'expertise. Et ce qui est vrai chez l'un n'est pas forcément chez l'autre à 30 km de là, parce que ça a été dit, ce n'est pas les mêmes sols, ce n'est pas la même capacité à produire. Mais malgré tout, l'entreprise l'agriculture, est aujourd'hui en dette vis-à-vis de la société sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on regarde encore l'agriculture, l'opinion regarde l'agriculture comme étant plutôt un problème qu'une solution. Ben moi, je préférais parler de créance que de dette. Oui, mais dans les faits, tu vois bien les études, tu vois bien les réactions. Je le vois bien. Moi, je suis persuadé que l'agriculture sera demain un élément de la solution. Un élément de la solution. Et puis quand je dis l'agriculture, on a une discussion peut-être un peu franco-française, mais on sait que ce sujet, il est global. Donc il faut aussi qu'on ait des niveaux d'exigence. Voilà, et c'était tout le sujet de la réciprocité des normes. Voilà, mais moi je trouve que l'agriculture demain, à la fois dans le stockage, et stockage égale production. Donc là, il y a aussi une vision de l'agriculture. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on veut avoir une agriculture qui continue à produire ? Par n'importe comment, avec des critères, avec un certain nombre de KPI, d'indicateurs, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit. Mais il faut qu'elle produise, et parce que la photosynthèse est quand même l'énergie la moins chère. Voilà. Et de l'autre, il faut qu'on montre que sur le côté émissif, on peut améliorer. Et il n'y a pas 50 milliards de leviers. Il y a les sols, les forêts, l'océan, mais nous, on en a un en main. Donc je trouve que c'est très intéressant de pouvoir montrer que demain, on est un bout de la solution. Pas d'ailleurs que sur le carbone, parce que quand on parle environnement, on peut peut-être aussi dire un tout petit mot de biodiversité. La biodiversité a subi un effondrement majeur. Les terres agricoles peuvent être un moyen de restaurer, en tous les cas, de freiner la détérioration de la biodiversité, mais il faut le remettre aussi dans un contexte global où il y aura toujours plus de diversité chez moi sur 100 mètres carrés de terre que de la bétonisation partout. Or, on voit que c'est aussi un sujet. Donc, il faut toujours être équilibré sur cette approche. Et moi, je crois qu'il y a un effet contributif. Et demain, puisqu'on parlait de revenus, il y aura le revenu du travail, le revenu de la vente de ces produits, animaux, végétaux, voilà. Il y aura tout ce qui est en train d'être mené sur les services environnementaux. PSE. Voilà, voilà tout ce qui est les contrats pour services environnementaux qui seront faits et qu'il faudra valoriser. On parlait tout à l'heure dans la cession des terres, de la valorisation de... Est-ce que tu achètes cette idée-là de faire un diagnostic quali du sol à l'entrée et à la sortie? Eh ben, en fait, il existe déjà en comptabilité, ça s'appelle l'amélioration du fonds, mais il n'était pas fait comme ça. Bah oui. J'en conviens. Ça change quand même beaucoup. Non, mais l'amélioration du fonds, ça existait quand même. Voilà. Et puis, dans un bail agricole, il y a la gestion en bon père de famille. Oui, mais voilà. bon, non, mais... je trouve que ça ne se mesurait pas.
Ça se regardait, on Alors, va dire. les gens aujourd'hui faisaient une analyse de... Enfin, les gens qui faisaient ça sérieusement faisaient une analyse de sol. Mais effectivement, c'était NPK, CEC, un peu de granulométrie éventuellement. CEC, mais j'avais oublié ça. Voilà, mais... Non, mais Bien sûr. on n'était pas du tout sur ces critères. Parce que ce n'étaient pas des critères qui étaient le fruit de la discussion. Donc moi, j'ai pas du tout de problème pour qu'on le fasse. La petite limite, je le dis, la petite limite, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement... peu de terre sur le marché que quand il y a 1 hectare de terre, le sujet, c'est pas tellement... voilà, c'est est-ce que j'y ai accès ou est-ce que j'y ai pas accès. Toute France, hein, globalement. Hein. Donc voilà, quand il y a 5 hectares de prêts à vendre dans le Massif central, il y a 15 dossiers à la SAFER, et c'est la même chose dans le nord, à l'ouest et à l'est. Donc en fait, la qualité intrinsèque, c'est plutôt Sauf que ça le problème... peut être au moment des transmissions, pas uniquement des cessions, tu vois. Ça, c'est... Oui, on peut le contourner, ce problème-là. D'accord. Moi, je crois que... on peut le contourner. Encore une fois, je pense que le marché est assez puissant en la matière. Mais je trouve l'idée, en tous les cas, intéressante. C'est l'idée de se dire, dans la valorisation de l'entreprise, il n'y a pas simplement le hangar, la stabulation, le tracteur. Oui, il y a le sol. Mais il y a le pas sol. En quantité, pas en nombre d'hectares. Exactement. Et on le voit bien, le retour du sol, là, c'est un mouvement puissant. C'est une bonne nouvelle, ça, le retour du sol. C'est une très bonne nouvelle. Mais encore une fois, c'est une bonne nouvelle d'abord pour l'agriculteur, parce que s'il restaure la qualité intrinsèque de son sol, il va en premier en tirer les bénéfices. Et en plus, il y a des co-bénéfices évidents pour la société. Donc c'est une stratégie gagnant-gagnant. Donc on va terminer là-dessus. Tu as entendu ce que disait Claire Chenu, le côté environnemental n'est qu'un co-bénéfice. Le bénéfice principal, c'est celui pour l'agriculteur lui-même. Tu acceptes cette idée-là? Parce qu'on a souvent tendance à le mettre... non seulement je l'accepte, mais je redis que passer d'une écologie que je qualifie de punitive, qui est une forme d'écologie politique qui met à défiance le monde agricole, à une écologie incitative dans laquelle le premier à intérêt à agir, c'est celui qui détient l'exploitation, enfin en tous les cas la vie du sol et la manière dont il va exploiter ses terres. Oui, je trouve que c'est une résultante. Mais encore une fois, la ferme, c'est certes tout un tas de moyens de production, mais c'est aussi à la fin de l'année la capacité à faire vivre le producteur. Et donc si le producteur ne vit pas des produits, donc c'est bien le producteur, la manière dont il change son évolution, son périmètre immédiat avec la manière dont il va vendre ses produits et la manière dont ses produits sont valorisés, y compris jusqu'aux consommateurs, et enfin les politiques publiques qui accompagnent, pas simplement en moyens, parce qu'on voit bien ce qui se passe en ce moment, mais aussi avec le cadre réglementaire qui permet cette évolution et cette vision. Comme tu as beaucoup parlé, tu dois avoir soif, on va boire un coup, c'est la pause. 15 minutes, c'est parti. Merci Arnaud, vous pouvez l'applaudir.